une bonne histoire, c'est une promenade, on doit comprendre comment on passe d'un point A à un point B, alors qu'une mauvaise histoire, c'est une crise d'épilepsie. Et cette 5e saison de The Boys confirme son appartenance à la seconde catégorie dans ce dernier épisode. Beaucoup ne parvenaient pas à le voir à cause du talent d'acteur d'Anthony Starr. Amazon devrait lui ériger une statue, ou mieux lui donner un rôle d'envergure dans un film d'auteur. Mais pour revenir à nos moutons, aujourd'hui je vous propose de monter à bord du Titanic The Boys. Préparez vos gilets de sauvetage parce que je vais tartiner la série. Vous allez beaucoup entendre le nom de Kripke, c'est normal, il a toutes les casquettes dans la production de The Boys. Commençons avec les pouvoirs aléatoires de Homelander. Un coup, il peut entendre le tapotement du doigt du français à travers une porte anti-radiation, mais quelques temps plus tard, il est tellement sourd qu'il n'entend pas au phaser utiliser sa voix dans la pièce d'à côté. Oui, c'est cocasse. Un instant, il peut voler jusque dans l'espace en une fraction de seconde. Durant un autre, il met 5 secondes pour sortir d'une pièce en volant alors qu'il sait que sa vie est en danger. Dans une scène, il one-shot tout le monde. Dans une autre, il est à peine capable de survivre face aux mêmes adversaires qu'il a explosé en 1 temps 3 mouvements quelques épisodes plus tôt. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Le truc, c'est que comment les combats ou les résolutions d'intrigue pourraient être satisfaisantes quand on se dit que tout le monde peut battre tout le monde parce que les forces et les faiblesses de chacun ne sont pas bien définies ou sont modifiées constamment. Parce qu'alors, certains survivent lorsque le scénario a décidé qu'ils devaient survivre, ou meurent quand le scénario l'a décidé, sans que ce soit organique avec ce qu'on voit à l'écran. Le pire, c'est que le protecteur, le personnage le dit texto qu'il a épargné nos semi-héros à de nombreuses reprises. Ne pas être capable d'introduire de la cohérence dans sa fiction grâce à des règles bien établies, une échelle de pouvoir bien établie, ça ne signifie qu'une chose, qu'Kripke devrait être tenu éloigné de tout genre fictif impliquant des pouvoirs surnaturels. Il aurait mieux fait d'étudier davantage la narratologie et les écrivains de talent avant de pondre ce final. Ça lui aurait appris que réduire l'antagoniste à cette chose pathétique qu'est le protecteur sans ses pouvoirs, ce n'est agréable à regarder pour personne, sauf peut-être pour ceux qui jouissent du traitement réservé aux personnages fictifs grâce à l'association qu'ils ont fait avec Trump. Ça confirme juste un biais haineux basique. Et c'est le piège dans lequel s'est enfermé Kripke. Il déteste tellement Trump et sa clique, les vraies personnes qu'il associe au protecteur, qu'il ne peut plus s'autoriser de donner au protecteur et à ses fidèles la moindre qualité, la moindre chose positive. Il les déshumanise, leur retire leurs nuances, juste pour s'amuser de sa petite revanche mesquine et personnelle. En passant, il faut croire que Kripke a trop fréquenté Hollywood, vu qu'il a l'air d'avoir une sérieuse fixette sur l'empalement par le fondement à l'aide de choses d'apparence phallique. Kripke a fait le même. On lui a demandé combien de morts par les fesses, il s'est contenté de répondre oui. D'ailleurs, il a tellement fréquenté le milieu qu'il avoue. And then Sage became like a really interesting character because, you know, someone came up with the notion of like, well, let's make her an African-American woman who nobody listens to. And so here she is, the ability to save all of mankind, right. and everyone just kind of thinks she's invisible, which, you know, I thought was a super interesting social commentary on top of that character. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Oh, mes aïeux, je pleure. Il admet littéralement ce que les vilains complotins hauts dans longuet aiguisé pouvaient dire sur ces modifications du personnage de Sister Sage, une idiote que tous les personnages de la série traitent comme géniale, juste parce que l'étiquette de génie lui a été apposée et qu'elle est noire. C'est une parfaite analogie de la discrimination positive dans laquelle, pour être choisi, ce qui compte c'est: est-ce que tu remplis les critères arbitraires définis par le système, et non, est-ce que tu peux remplir certains critères par l'effort ou la détermination? Dites donc, ça ressemble drôlement au mot en F. Kripke aura définitivement associé la série à un positionnement idéologique, au lieu d'une histoire se justifiant en elle-même par sa cohérence interne.
D'ailleurs, il remet le couvert de l'association de ces personnages fictifs à des personnes bien réelles, avec son clone d'Elon Musk, un milliardaire qui se soucie publiquement de la démographie, qui a 17 enfants. Le monde n'a que ça, bien sûr. Personne ne peut deviner de qui il parle précisément. Kripke, cette moule avariée, a aussi tweeté que les hommes forts sont lâches et pathétiques quand leur pouvoir leur est enlevé et qu'ils doivent affronter la mort dans une tentative d'auto-justification de son choix par rapport à la mort pathétique du protecteur. Bon, il faudrait déjà qu'il commence par définir ce qu'il entend par les hommes forts, qui ne veut rien dire en soi, c'est tellement vague, mais bon, il a sans doute mis autant de réflexion dans son tweet que dans son personnage de Sister Sage. Au passage, la série est tellement peu capable d'empathie pour ses personnages masculins qu'elle ne peut pas s'empêcher de turbiner mes 30 gros mots à la minute pendant qu'ils enterrent le français, et ce au lieu de nous donner un peu de temps comme de raison d'être triste de sa mort. Alors que juste après, lorsque Terreur, le chien de Butcher, meurt, la série là se pose, prend son temps et montre ainsi une forme de révérence pour le chien mort. Révérence qu'elle refuse systématiquement de donner pour le décès de ses personnages masculins principaux. En résumé, la série est tellement devenue une caricature d'elle-même par manque de construction logique de son histoire qu'elle fait du remplissage avec la relation toxique du protecteur et de son fils, avec le gore à toutes les sauces, avec les personnages qui tournent en boucle sur leurs défauts, et avec son placement de bite, chat, couille à chaque dialogue pour meubler le temps séparant son premier épisode de son épisode final. La fin aménage une ouverture pour de futures séries liées à l'univers de The Boys, avec le président qui appelle Huggy pour en gros lui confier un peu une sorte de prolongement de ce qu'il faisait avec Butcher. Mais voyez-vous, c'est plutôt Stella, enceinte de 6 mois, qui arrive à peine à faire les tâches de la vie quotidienne, qui va aller affronter les criminels et faire des activités dangereuses. N'y voyez évidemment aucun message politique là-dedans, hein. C'est tout à fait innocent, hein. On a aussi un clin d'œil, pas subtil pour un sou, au commencement de la série, où on voit Huggy et Stella s'embrasser devant le magasin d'électroménager, pour faire référence au début d'Huggy, mais aussi faire référence à cette scène où A-Train passe à travers la copine de Huggy. Oh, par contre, pour la rubrique des plaintes, franchement je comprends pourquoi beaucoup de youtubeurs paient quelqu'un pour faire leur vignette, mais c'est devenu un enfer à faire soi-même, précisément d'ailleurs à cause de ça, à cause de cette tendance de certains à payer tout un staff pour faire la présentation et la publicité de leurs vidéos. Parce que voilà, ça crée une concurrence pour la captation de votre temps d'attention qui est devenue bien trop rude pour de petites chaînes sans le sou comme la mienne. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.